C'est possible de retardateur, allez. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour la cérémonie d'inauguration du panneau de mémoire commémorant le sauvetage des enfants juifs au château de Montintin. Avant de débuter, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Seymour Orsi, préfet de la Haute-Vienne, Jean-Claude Lebois, président du conseil départemental de la Haute-Vienne, représenté par Mme Jacqueline Lhomme-Léaumont, ici présente. Nous débutons la cérémonie par l'allocution de Jean-Luc Lachaud, maire de Château-Chervy. Drapeau au pied. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, vous êtes accueillis par la FMD, les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, initiatrice du projet, en partenariat avec la commune de Château-Chervy pour la mise en valeur du site de Montintin, qui, lors des années sombres de la dernière guerre mondiale, accueillit un grand nombre d'enfants juifs dont les parents avaient été déportés. Le camp le plus important de Haute-Vienne, les maisons de Lauzet, œuvre de secours aux enfants. Je laisserai les historiens vous raconter. Un reportage de France 3, Limousin, sur le château de Montintin, qui a été diffusé le vendredi 16 juillet, est un témoignage poignant de la vie de ces orphelins. L'accueil pour cette inauguration n'aurait sans doute été le même si nous n'avions pu accéder au domaine, lieu de refuge, d'instruction et de formation de ces enfants. C'est pour cette raison que je tiens à remercier particulièrement la famille Delamaze qui nous a ouvert les portes afin que nous puissions accéder au lieu même où vivaient les jeunes juifs. Le panneau que nous allons dévoiler tout à l'heure est le premier d'une série qui seront implantées tout au long du parcours mémoriel qui va être réalisé en partant de la mairie de Château-Chervy, lieu d'inscription des enfants, pour rejoindre Montintin, mais aussi de la gare de Megnacvic, là où arrivaient les convois ferroviaires. Ce panneau, positionné en bordure de chemin public sur une parcelle de Madame Oriza, via une convention, permettra aux touristes en quête d'histoire de France de cultiver leur mémoire tout en apercevant le château. C'est la seule fenêtre que nous avons sur le domaine. Ce projet, soutenu par la communauté de communes Briançon Sud Haute-Vienne, vient étoffer l'offre touristique et culturelle de celle-ci. Je profite à cette occasion pour remercier la chargée de mission au tourisme de la communauté de communes, Aurélie Garot, qui s'est investie, comme elle le fait toujours, afin d'alléger la tâche des organisateurs. Et aujourd'hui encore, elle est en quelque sorte notre chef d'orchestre. Même si je n'ai pas connu cette époque, ce projet me touche particulièrement, car je suis né dans le village voisin de La Flotte, là où résidait, il y a pas si longtemps, le seul témoin vivant de Montintin, Madame Jacqueline Bell. Actuellement à l'EHPAD de Saint-Germain-les-Belles, Jacqueline n'a pas pu être parmi nous. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes ici présentes aujourd'hui, que ce soit les représentants du département, les élus de la communauté de communes, mes collègues maires ou leurs délégués, et l'ensemble des associations qui gravitent de près ou de loin autour de ce moment de mémoire et de commémoration, ou simplement les associations de randonneurs qui aiment la culture. Je vous remercie. Merci. Nous poursuivons avec Christine Deneville, vice-présidente à la communauté de communes Briançon-Sud-Haute-Vienne, en charge du tourisme et attractivité du territoire. Attractivité du territoire. C'est drôle de penser que quelque chose d'aussi dramatique puisse porter le nom d'attractivité du territoire. Et je pense que ça vient
C'est absolument nécessaire de ne pas prendre attractivité du territoire comme quelque chose de restrictif. L'attractivité du territoire, c'est aussi tout ce qu'on a à montrer sur notre territoire, c'est l'histoire, c'est la géologie, c'est l'histoire. C'est les lieux de mémoire qui prennent du sens. Jean-Luc vous l'a dit tout à l'heure, ce qu'on va découvrir là tout à l'heure, c'est un premier pas. C'est un premier pas à la suite d'une décision prise par la communauté de communes de créer des chemins de mémoire. Il se trouve que sur notre territoire, nous avons cette histoire et cette mémoire de l'accueil des enfants juifs, mais nous avons aussi le camp de Bagatelle à Saint-Germain. Nous avons l'histoire des camps de résistants et des espaces de résistance. Donc cet épisode dont a parlé Jean-Luc tout à l'heure, même s'il est douloureux, il est constitutif profondément de ce que nous sommes aujourd'hui, puisqu'on est toujours issu d'une histoire qui nous a été antérieure. Et donc je suis très contente, très fière, et Marie Cadet, notre présidente de communauté de communes, qui est ici, partage complètement cet avis, que sur notre modeste territoire de Briand-Sud-Haute-Vienne, on puisse faire un chemin de mémoire, cheminer avec la mémoire. Et je trouve que c'est une très belle expression de faire chemin de mémoire, parce que cheminer l'histoire et la mémoire, c'est quelque chose qui se construit doucement, patiemment. Et faire ces chemins de mémoire, construire ces chemins de mémoire, c'est inscrire dans notre territoire, dans une unité historique, dans une unité géographique. Et je suis vraiment tout à fait heureuse que notre communauté de communes ait choisi de s'installer dans ce chemin. Et bien entendu, beaucoup de vous le savez déjà, je suis heureuse de parler aujourd'hui à un deuxième titre, au titre de petite fille de mon grand-père, qui était le propriétaire de Montintin à cette époque-là. Et je suis sûre que mon père aurait été très très fier que pardon, excusez-moi. Quand on touche à soi-même, c'est toujours un peu plus difficile. Serait heureux, Gérald, que vous ouvriez Montintin à cette mémoire. Sûr. Et je suis sûre que tous les deux, ils vous en remercient beaucoup. Et moi, et mes enfants, et ma sœur, voilà. On est très très heureux aussi que ce chemin de mémoire débute ici à Montintin. Et chacun dans la vie agit en fonction des convictions qu'il porte. Et pour notre grand-père, il y a une chose dont nous sommes certaines, c'est que ça a été une des façons pour lui d'affirmer sa foi. On agit par différents idéaux, tous plus respectables certainement, les uns que les autres. Pour mon grand-père, c'était celui-là. Je le dis, je le pose, c'est juste comme ça. Merci et merci à la communauté de communes encore une fois, parce que je pense que tout ça a beaucoup de sens. Merci. Écoutons à présent le message transmis par Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, lu par Alexandre Vigne, directeur de Cieux. Monsieur l'ambassadeur s'excuse de ne pas pouvoir être présent ici avec nous. Il aurait pu être le 13 juin, mais vous savez, avec la situation actuelle, le climat aussi qui change, c'est en fait un grand jour, ce 20 juillet, et puis le ciel est là pour nous faire bon accueil. En tous les cas, il nous transmet ce discours. Je tiens à dire, avant de le lire, que les paroles de monsieur l'ambassadeur d'Israël en France garantissent la transmission mémorielle de l'État d'Israël et du peuple juif aux générations présentes et futures. Par une telle marque de reconnaissance, Montintin devient un nouveau lieu de
commémoration de la résistance à l'antisémitisme et à l'antisionisme. Et à l'antisionisme aussi, pourquoi? Parce que, au sortir de la guerre en 1945, des jeunes juifs sont venus ici pour apprendre les techniques agricoles, afin de partir dans les kibboutz, c'est-à-dire dans les fermes collectives en Israël, et de construire le foyer de peuple juif, le foyer national, qui deviendra l'État d'Israël, si nécessaire aujourd'hui, on le voit tous les jours, pour la protection des juifs dans le monde. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus du conseil départemental, mesdames et messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec une intense émotion que je vous écris ces quelques lignes à l'occasion de l'inauguration du panneau mémoriel commémorant le sauvetage des enfants juifs réunis par l'OSE au château de Montintin. Plus de 80 ans après, nous rendons hommage à l'héroïsme dont a fait preuve le personnel de cette maison d'enfants en sauvant la vie d'enfants juifs, leur évitant ainsi les camps de la mort. Alors que nous commémorons le 79e anniversaire de la rafle du Veldiv, qui nous rappelle les heures les plus sombres de l'humanité, j'aime me rappeler qu'ici, à Montintin, la vie a gagné face à la mort, qu'ici, à Montintin, des femmes et des hommes se sont battus pour que des enfants puissent vivre, qu'ici, à Montintin, il n'y a pas eu de différence entre des enfants non juifs et des enfants juifs. Plus que jamais, cette histoire doit être racontée, transmise, rappelée aux nouvelles générations, pour que puisse vivre à tout jamais la mémoire de ceux qui ont œuvré pour sauver la vie, et pour que nous puissions dire plus jamais ça. Ne baissons pas la garde. À l'heure où l'antisémitisme moderne se cache derrière la haine d'Israël, pour justifier les actes les plus ignobles. Et souvenons-nous qu'ici, à Montintin, nos aînés nous ont montré que l'amour de son prochain prévaut sur tout le reste. Je terminerai mon propos sur ce verset du Talmud qui résume à mon sens l'histoire des lieux. Qui sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Ambassadeur Daniel Saada, chargé d'affaires d'Israël. Merci. Accueillons maintenant André Cognac, président de l'association France-Israël Limousin. Monsieur le maire, messieurs les maires, parce qu'ils sont plusieurs. Monsieur le maire, Madame la présidente, les amis de la Fondation, voilà, j'ai une voix qui porte assez bien. De la mémoire de la déportation pour le département de la Haute-Vienne. J'ai cité également, parce qu'il a écrit avec nous en partenariat, Guy Perlier, historien, ici à Limoges. Je regrette beaucoup qu'il ne soit pas là aujourd'hui, il devait être là. Mesdames et messieurs les élus, les présidents et présidentes des associations représentatives des anciens combattants et de la mémoire de la Shoah. Représentants d'Israël, France-Israël Limousin depuis plus de 20 ans. Bientôt, je suis fier de rappeler que nous avons été créés par un juste parmi les nations, le professeur de médecine Joseph de Léobardi, en novembre 1948. Ce qui fait que nous sommes la plus ancienne association qui a vécu sans discontinuer depuis cette date ici, en Limousin. Depuis ce temps, nous avons sans arrêt, nous n'avons cessé de témoigner
pour la mémoire de la Shoah. Nous avons honoré, célébré tous les lieux de mémoire de la déportation, des massacres et des sauvetages des Juifs. Limoges, Nexon, Oradour, Boussac, Châteauneuf-la-Forêt, Ambazac, le Mont-Gargan, Lussac-les-Châteaux, Brive, Soudeille, Mémac, Alassac, Château-Ponsac, Mazières-sur-Issoire, Émotier, Crau. Je vous ai cité là la plupart des lieux de mémoire de la R5, pour ceux qui savent ce que voulait dire la R5. C'était la circonscription d'un certain préfet Lemoine, principal collaborateur et initiateur de la plupart des déportations. J'ai gardé pour la fin mon ami Jean-Michel Deschpeul, qui est là, président de France Israël de la Corrèze, Jujal Nazareth, la ferme, camp le kibbutz de 1933-1935, que nous avons inauguré la plaque commémorative avec Elisabeth Krug en 1998, survivante de l'aventure contre les nazis il y a plus de 20 ans. Nous sommes fiers d'avoir une part active au colloque de la mémoire de l'enfance juive en Limousin, présidé à cette époque par Madame Cathy Hazan, la directrice et la présidente de l'OSE. À cette époque, nous avons hébergé de nombreux Israéliens, ils étaient 24, venus d'Israël, anciens de Montintin, de Crau et de Chabannes, ainsi que des partisans non juifs dont vous avez fait part tout à l'heure. Je vous prie d'excuser mon ami Gérard Benguigui, délégué régional pour Yad Vashem, prévenu beaucoup trop tard, il était déjà parti, il s'en est excusé, et croyez bien qu'il est mortifié vraiment de n'avoir pas pu venir ici. Nous participons à toutes les réunions de médailles de Juste et pendant longtemps avec notre ami Charles Dayan, ancien délégué de Yad Vashem, avec lequel pendant 20 ans nous avons inauguré et travaillé avec la mémoire des Justes. Je vous demande d'excuser Monsieur et Madame Philippov, Eva de son prénom, d'origine autrichienne, elle ne m'a pas autorisé à citer son nom d'origine, qui a été ici, réfugiée à Montintin, 42-43. Aujourd'hui, malheureusement, elle est au vernissage de son exposition de 60 tableaux à Oradour-sur-Glane, prévue depuis de longues dates, ce qui explique que de nombreux élus, de nombreuses personnalités n'ont pas pu se séparer, et je voudrais bien les excuser toutes et tous. Je la reverrai ce soir, je lui communiquerai ce que vous avez fait, ce que vous avez dit ici, et ce que j'ai ressenti. Je termine dans ce jour de mémoire de la résistance en faisant référence, en souvenir, à ma famille, Gouyen-Coignac, Raoul, mon oncle, cheminot communiste résistant, conducteur des locaux à vapeur en Normandie. Pour certains d'entre vous, ça doit vouloir dire quelque chose. Arrêté en juin 1944 en Normandie, déporté à Frauenwald. Libéré en mai 1945 à l'hôtel Lutetia à Paris, j'étais avec mon papa pour l'accueillir et pour lui annoncer que son autre fils, Raoul, arrêté avec lui, cheminot résistant aussi, arrêté, déporté, avait été fusillé au camp du Struthof à son arrivée pour rébellion. Ça nous parle. Vous pouvez croire en famille que ça nous parle. Mon petit-fils, le numéro 5, est là avec moi. J'ai voulu qu'il voie, il porte le drapeau d'Israël. C'est un grand honneur qui nous est fait de témoigner devant vous.
Il y a quelques amis qui sont ici qui le savent. Nous partagerons et nous continuerons de partager avec eux leurs projets concernant la réhabilitation et la connaissance de la mémoire de la Shoah. Tous les ans, tous les adhérents de France Israël Limousin, de la Haute-Vienne, de la Creuse, vous adressent leur cordial salut et leur amitié et vous remercient de votre invitation. Madame la Présidente, je vous ai fait part la possibilité de lire un témoignage qui est celui d'une prière composée par un juif en camp de concentration. Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté. Souviens-toi également des hommes de mauvaise volonté. Mais ne te souviens pas alors de leur cruauté, de leurs sévices, de leur violence. Souviens-toi des fruits que nous avons portés à cause de ce qu'ils nous ont fait. Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres, de la camaraderie, de l'humilité, de la grandeur d'âme, de la fidélité qu'ils ont réveillée en nous. Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés soient un jour leur rédemption. Si le mot pardon a un sens, celui-là dit quelque chose. Cette prière a été trouvée par un soldat américain sur un papier d'emballage. Et il nous a été donné lors de la libération de ceux qui arrivaient des camps libérés par les Américains à l'hôtel Lutetia. Ils étaient tous dans leur tenue d'origine. Ils n'avaient subi aucune toilette, rien, aucun repas. Et tout ce qui leur avait été donné avait été refusé. J'ai bien connu ici Montintin, j'ai bien connu Tenneville, la famille ici. Je savais dans quel état c'était. Nous avons encore dans nos adhérents quelques rescapés de Montintin. Il serait bon que vous receviez un jour, que vous nous receviez avec eux et vous tous, dont il en manque beaucoup. Mais ce sont des témoignages rares à porter en mémoire, notamment auprès des jeunes adolescents. Pas des enfants, mais des ados. C'est essentiel. Merci de m'avoir attendu. Merci beaucoup. Écoutons à présent Jean-Michel Delpech, président de l'association France-Israël en Corrèze. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents des associations, chers amis, tous ici présents, Alexandre Vigne a bien voulu m'associer, est qualité de président de France-Israël Brive-Corrèze, à la réalisation de ce parcours de mémoire. À l'époque des faits que nous commémorons ce jour, la France avait disparu au profit de l'État français et se résumait en deux zones, une zone occupée par l'envahisseur et une zone dite libre qui, hélas, ne le demeura pas longtemps, nos structures administratives en étant totalement bouleversées. La Corrèze, à l'égal de la Haute-Vienne, pendant cette période sombre, a reçu des établissements spécifiques dédiés à la communauté juive et tout particulièrement la communauté venue d'Alsace-Lorraine, province réintégrée dans le Reich. Et donc, ces ressortissants d'Alsace-Lorraine se sont repliés dans nos départements du centre de la France
où l'hospitalité a un sens profond. Ainsi, nous avons évoqué tout à l'heure la Haute-Vienne, je me permets d'évoquer un petit peu la Corrèze. La Corrèze a compté un camp d'été, Yetchouroum, je m'excuse de la prononciation, Yetchouroum, à Ussac, tout près de Brive, qui deviendra, après la rafle du 26 août 1942, un homme à plein temps pour des enfants de stricte observance. Un établissement des éclaireurs, je devrais dire des éclaireuses israélites de France, à Beaulieu-sur-Dordogne. 65 filles, puisque c'était des jeunes filles, et 7 encadrants en novembre 1941. Un internat intermittent. Sur Beaulieu, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'hélas, il y avait un autre établissement, beaucoup plus complexe, et je vous renvoie aux historiens. Un internat intermittent existe à Brive. D'autre part, à partir de 1943, le bureau de l'OSE, Limoges, crée une nouvelle équipe très efficace pour disperser au mieux les enfants des maisons. Il possède un relais à Brive. Ainsi, environ 1000 enfants des maisons de l'OSE de la Haute-Vienne de la Creuse trouvent refuge dans des familles rurales de ces deux départements, auxquels s'ajoute, bien sûr, la Corrèze et l'Inde. Tous les réseaux sont habilement utilisés pour permettre de sauver tous les enfants, des congrégations chrétiennes aux internats laïcs ou aux familles volontaires trouvées parmi les résistants locaux. Le rabbin Abraham Deutsch de Limoges a contribué à cette réussite grâce au réseau de relations très denses qu'il avait pu tisser de 1939 jusqu'à son arrestation par la milice en juin 1944. Je cite là des informations extraites de l'ouvrage « Enfance juive » écrit par l'historien Pascal Plat, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je tiens également à rappeler quelques autres réalisations et événements auxquels France Israël Brive-Corrèze s'est trouvé à l'œuvre ou associé, je cite dans le désordre. Le colloque à Brive Mémoire juive destin croisé du 27 au 30 octobre 2019 sous la conduite du professeur Georges Bensoussan, qui a réuni un grand nombre d'historiens, d'amis venus d'Amérique, d'Israël bien entendu, et d'un peu partout en France. La réalisation et l'inauguration à Brive de la stèle honorant les 17 justes parmi les nations de la ville et la dénomination du square éponyme. L'important travail réalisé autour de l'éphémère kibbutz 1933-1935 à Jujal Nazareth, kibbutz Machar, demain. C'est un village d'espoir et nous tenons toujours à ce lieu. Je rappelle également le camp de travail CTE à Soudeille, côté des Glotons, en Corrèze. Ce camp qui était dit camp des Palestiniens, puisque, rappelons-nous, à l'époque, Israël n'existait pas et la Palestine était sous mandat britannique, où transitèrent donc dans ce camp à Soudeille, dans la période de 41 à 43, plus de 500 juifs. Certains se sauvèrent, d'autres, hélas, terminèrent comme bien d'autres, malheureusement, dans les camps d'extermination de la force nazie. La commémoration de la rafle du printemps 44 au saillant de Wutzak et bien d'autres actions tout aussi méritantes. Je voudrais rappeler également l'excellent travail et le travail formidable réalisé par notre président et initiateur de cette journée, donc je voudrais Alexandre et son association CIEU,
qui a pris l'initiative d'envoyer, grâce à ses relations et grâce à son travail, dans le cadre des échanges, plus de 20, 21 ou 23 jeunes dans le cadre du service civique en Israël pour presque une année, 10 mois. Tout cela, au départ également, tout cela s'est bâti autour, effectivement, du village de Jujal-Nazareth. Je ne peux pas tout citer, donc je vais conclure. Et pour conclure, dès que possible, nous honorerons, je vous dis, en Corrèze, 2 familles, dès que possible. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est des manifestations qui auraient dû avoir lieu et qui sont reportées en raison de la pandémie et des restrictions que nous avons. Nous honorerons donc dès que possible, et en principe nous espérons dès le mois de octobre, nous avons fixé plutôt octobre, 2 familles au titre de juste parmi les nations. Gérard Benguigui, mon ami, notre ami, représentant de Yad Vashem pour nos territoires, me l'a confirmé. 2 citations pour je ne sais pas quoi, simplement. Les longs souvenirs font les grands peuples. Notre richesse, ce sont nos souvenirs. Je vous remercie, mes amis. Merci. Nous poursuivons avec le message du délégué régional du comité français pour Yad Vashem, lu par Alexandre Vigne, directeur de Cieux. Oui, donc Gérard Benguigui s'excuse de pouvoir être présent parmi nous. C'est vrai que la situation a été tellement compliquée pour organiser cet événement, entre la crise sanitaire, les inondations, les glissements de terrain, c'était très compliqué d'avoir tout le monde. Mais on s'est habitué maintenant à travailler également en visioconférence, et donc on peut considérer que Gérard Benguigui est quand même parmi nous, en nous donnant son texte à lire. Alors M. Benguigui, effectivement, est le président et le délégué du comité français pour Yad Vashem pour l'Aquitaine. Yad Vashem, il va le décrire mieux que moi, mais en 2 mots, c'est l'institut qui permet de reconnaître les justes, ceux qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs. Alors, avant de lire son discours, pour bien le comprendre, il faudrait que, parce qu'il parle de Madame Bayle, Jacqueline Bayle, cet événement, aujourd'hui, est l'occasion de déclarer solennellement et officiellement, notre comité d'organisation ne l'a pas encore dit officiellement, vous êtes les premiers à l'entendre, nous allons déposer un dossier auprès de l'Institut Yad Vashem pour que une personne puisse être reconnue juste parmi les nations. Cette personne, c'est Jacqueline Bayle, née Guyonneau. Elle habitait à La Flotte et passait tous les jours par là, de 1940 à 1943, le matin très tôt, et le soir, elle rentrait directement chez elle à travers les bois. Parfois son père était un peu inquiet, donc il venait directement la chercher ici. C'est la dernière survivante du personnel recruté par l'OSE pour servir les enfants. Elle était blanchisseuse. Elle est actuellement à Saint-Germain-les-Belles, à la maison de retraite de Saint-Germain-les-Belles. Elle ne peut pas être présente parmi nous, mais le directeur de la maison de Saint-Germain-les-Belles est ici présent et nous fait l'amitié d'être là, de témoigner effectivement pour elle de son message. Alors, peut-être qu'avant de lire le discours de M. Benguigui, je devrais vous lire également le témoignage d'une personne qui souhaiterait que Mme Bayle soit reconnue juste. La procédure veut que il ne suffit pas que le témoignage de la personne concernée puisse être entendu, que la personne soit encore vivante, qu'elle puisse témoigner pour qu'elle soit reconnue juste. C'est une des conditions, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut aussi que on puisse témoigner, qu'une personne encore vivante puisse témoigner pour elle. Et puis, c'est vrai que j'ai pu retrouver la trace même de la fille
du docteur Lévy. Le docteur Lévy, qui est donc le directeur de la maison de Montintin, qui a été recruté par Lozé. Sa fille vit encore, elle est dans une maison de retraite aussi à Bourgogne, près de Reims. Et elle nous envoie ce témoignage, qui sera donc versé directement à l'Institut Yad Vashem à Jérusalem par M. Benguigui. Je le lis, je sous-signais, Nicole Coffetier, née Lévy, demeurant à l'EHPAD, le Grand Jardin à Bourgogne, déclare sur l'honneur que M. Jean Guyonneau et son épouse, Mme Marguerite Guyonneau, née Sambla, ainsi que leur fille, Jacqueline Bayle, née Guyonneau, nous ont hébergés, mon frère, Jackie Lévy et moi-même, dans la période 1942 à octobre-novembre 1943, et ce, au péril de leur vie. Je leur en suis profondément reconnaissant. Nous avons pu rejoindre ensuite mon père et ma mère au château de Montintin, jusqu'à la fermeture de cet établissement pour enfants juifs, et dont mon père a été directeur du 15 octobre 1942 au 2 février 1944. Je déclare à mon âme et conscience que ce témoignage est conforme à la vérité. Signé le 15 octobre 2020. Je viens maintenant directement au discours de M. Benguigui. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus du conseil départemental, mesdames, messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis. Le Limousin a été une terre de courage et de résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais par-delà les mots, avons-nous pleinement conscience aujourd'hui de ce que cela signifie? Qui se souvient des difficultés à s'alimenter de 1940 à 1945? Qui se souvient du poids écrasant de l'occupation allemande? Qui entend résonner les cris inhumains des maquisards qu'on torture dans les caves et qu'on fusille dans les terrains vagues? Qui a assisté, horrifié, au spectacle de 99 pendus de Tulle ou des 643 otages brûlés vifs dans l'église d'Oratour-sur-Glane? Qui se souvient des rafles d'une partie de nos concitoyens pourchassés et voués à une mort certaine pour le seul crime d'être nés juifs? Il faut en effet se souvenir de tout cela pour comprendre ce que résister signifiait alors et la dose de courage qu'il a fallu pour s'opposer à cette barbarie. Les guerres sont dans l'histoire le moment où l'homme dévoile toutes les facettes de sa personnalité, souvent les pires, quelquefois les meilleures. C'est ainsi que le château de Montintin fut le lieu où de courageux Limousins aidèrent un nombre important de jeunes juifs, pour la plupart originaires d'Allemagne, à se cacher. Placés sous l'autorité du docteur Raymond Lévy, ces nombreux jeunes, parmi lesquels se trouvait le futur mime Marceau, reçurent non seulement protection et nourriture, mais aussi une éducation et une formation professionnelle. Parmi les courageuses personnes qui encadraient ces enfants se trouvait Madame Jacqueline Bayle, lingère, dont les actions héroïques sont à l'étude afin de lui attribuer le titre honorifique de « juste parmi les nations ». Loué par Lozé, œuvre de secours aux enfants, aux seules fins d'héberger les enfants juifs en danger, le château fut fermé en 1944 pour des raisons de sécurité, non sans qu'au préalable les plus jeunes aient été dispersés dans des fermes alentours en Corrèze, en Haute-Vienne, et les plus âgés intégrés dans les maquis locaux. À la fin de la guerre, le château hébergea d'autres jeunes juifs, cette fois en partance pour la Palestine, afin d'y créer le futur État juif en gestation depuis le premier congrès de Bâle. Quel est aujourd'hui le rôle du comité français pour Yad Vashem? Je souhaite vous préciser brièvement ses principales missions. Il s'agit tout d'abord de perpétuer le souvenir de 6 millions de juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs de 1933 à 1945. D'honorer tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage se rapportant à ce crime immense que l'on appelle désormais la Shoah au cours de la Seconde Guerre mondiale. D'enseigner aux générations suivantes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, le racisme, la haine et tous les génocides à travers le monde.
Enfin, il s'agit de rendre hommage aux justes parmi les nations. Mais que signifie donc cette mystérieuse locution? Au moment où se perpétrait la Shoah, quand la majorité des États a gardé le silence et que d'autres collaboraient activement avec les nazis, des personnes non juives firent le choix, dans l'anonymat le plus total, de sauver des juifs en danger au péril de leur vie et de celle de leurs proches. On les appelle les justes parmi les nations, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance par l'Institut Yad Vashem, situé sur la colline du Souvenir à Jérusalem. Au 1er janvier 2020, 27 562 justes parmi les nations ont été ainsi recensés de par le monde. Parmi eux, 4130 justes de France. Malgré un lourd tribut payé à la solution finale, c'est grâce à l'engagement et au courage de ces Françaises et Français du refus que les 3/4 des Juifs de France furent ainsi protégés et sauvés. Les justes ont largement contribué à sauver l'honneur de la France. Ils ont donné au mot « fraternité » son sens le plus fort, le plus profond. Aux heures les plus sombres de l'occupation nazie, ils ont su dire non à la haine et à la barbarie, non à la chasse à l'homme et à l'enfant, non aux lois d'exception et à l'arbitraire. Les justes ont tous quelque chose en commun. Ils savent d'instinct ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont choisi le bien. En honorant ces héros anonymes, nous voulons conférer un caractère pérenne à la mémoire collective afin que les jeunes générations soient averties du danger de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme, du négationnisme. Elles doivent rester vigilantes, car, nous le constatons tous les jours, il ne suffit pas de dire « plus jamais ça » pour que ce « plus jamais » n'advienne. Les témoins de ce drame majeur qu'est la Shoah disparaissent les uns après les autres, et leur disparition laisse le champ libre aux révisionnistes à l'affût. J'observe qu'aujourd'hui, l'antisémitisme que l'on voudrait croire disparu s'affiche sans complexe dans toutes les couches de la société et dans tous les lieux les plus inattendus. Grandes écoles, universités, théâtres. Pourtant, ces lieux de culture et de savoir devraient nous mettre à l'abri de ce mal, mais il n'en est rien. Nous ne retenons pas les leçons de l'histoire. Et ce climat d'insécurité qui se banalise libère les instincts barbares de certains qui n'hésitent pas à passer à l'acte, comme on l'a vu récemment à plusieurs reprises. Ce mal ne se limite malheureusement pas à notre seul pays. L'Europe, garante de la paix depuis plus de 70 ans, se fissure. Bruit de bottes en Ukraine, élection de partis ouvertement nazis en Allemagne, parade d'extrême droite en Hongrie, murs et barbelés en Pologne, et des réfugiés politiques ou économiques qui par milliers frappent à nos portes et que l'on parque dans des camps. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, des camps, encore des camps. Cette Europe n'est assurément pas celle dont rêvaient ses pères fondateurs. Willy Brandt, René Cassin, Jean Monnet, Robert Schuman, André Malraux, et bien sûr, je ne peux oublier Simone Veil, mère de l'Europe. Malgré ce contexte inquiétant, je veux conserver dans mon cœur un fond d'optimisme. Des hommes et des femmes de la trempe de vos parents, voisins ou amis, nous redonnent confiance en l'humanité. Et je crois que cette cérémonie et d'autres événements de même nature sont porteurs d'un message positif qui sera entendu par les jeunes générations. Je remercie celles et ceux qui ont pris l'initiative de cette cérémonie. Ce château est là pour rappeler à tous ceux qui le visiteront à l'avenir cette page d'histoire douloureuse et magnifique à la fois. Les justes croyaient simplement avoir traversé l'histoire. En fait, ils l'ont écrite, fermez les guillemets.
cette belle parole de Madame Simone Veil résume mieux que mon long discours l'action des justes, connus ou anonymes, l'hommage que nous rendons aujourd'hui à ces gens d'exception rejaillit sur tous les habitants de Château-Chervy. Merci à eux de nous avoir fait le plus beau cadeau qu'on peut faire à son frère humain, la vie. Pour cela, nous ne les oublierons jamais, car qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. C'est la devise de Yad Vashem. Je l'ai faite mienne et j'espère que désormais, elle sera aussi la vôtre. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Gérard Benguigui. Merci. Accueillons à présent Laurent Lavève, historien à la FMD de la Haute-Vienne, pour la lecture du message transmis par Cathy Hazan, historienne à l'œuvre de secours aux enfants, Lozé. Chers amis, nous sommes désolés de ne pouvoir être à vos côtés pour cette inauguration, instructive et conviviale à la fois, et surtout ô combien nécessaire pour la transmission de la mémoire de la région. Offrir au grand public la possibilité de s'approprier l'histoire locale, au gré d'une promenade qui trouve son aboutissement dans une visite au château de Montintin, est une façon à la fois originale et marquante d'ancrer la grande histoire dans le quotidien. L'œuvre de secours aux enfants, Lozé, est particulièrement concernée par cet événement à plus d'un titre. Lozé est une œuvre médico-sociale juive, née à Saint-Pétersbourg en 1912. Elle s'installa en France en 1933 et se mobilise pour s'occuper, puis cacher et sauver les enfants juifs. Rapidement, l'association ouvre des maisons d'enfants, s'applique à sortir les enfants des camps d'internement et enfin met en place un circuit clandestin pour les disperser dans des familles d'accueil. La moitié des 14 maisons ouvertes par Lozé pendant la guerre sont concentrées dans le Limousin. En novembre 1939, l'association y installe ses premières maisons pour mettre les enfants à l'abri des bombardements. Après la Creuse, c'est au tour de la Haute-Vienne, avec l'ouverture du château de Montintin en 1940, juste après l'arrivée des Allemands à Paris. Les derniers enfants de la maison de Montmorency, en région parisienne, ont rejoint la Haute-Vienne à bicyclette. Quelques semaines auparavant, Lozé avait contacté le propriétaire Jean-Louis de Neuville, qui mit bien volontiers le château de Montintin, resté inhabité et vidé de ses meubles, à la disposition de l'association. Le château se trouve dans la commune de Château-Chervy, à 30 km au sud de Limoges, et comprend un bâtiment principal et deux annexes, dont une, la Chevrette, servira de dortoir pour les enfants les plus religieux. Pour arriver à Montintin, à cette époque, il faut prendre le train à Limoges, puis l'omnibus jusqu'à Magnac-Bourg, ou l'autocar à gazogène, et enfin marcher du bourg jusqu'au château, soit une dizaine de kilomètres au total. Les enfants ne vont donc pas à l'école du village et se sentent en sécurité à Montintin. Pourtant, les gendarmes sont venus plusieurs fois pour arrêter les enfants juifs étrangers de plus de 16 ans. Lors de la deuxième rafle, Lozé est prévenu par la préfecture, ce qui permet aux plus grands de se cacher. La maison est fermée en 1944 et les enfants restant dispersés chez les paysans. Après la guerre, la maison est louée au Dror, liberté en hébreu, un mouvement de jeunesse sioniste de gauche. Au nom de Jean-François Gutmann, président de Lozé, et au nom de tous les enfants cachés réunis au sein de l'amicale des anciens et sympathisants de Lozé France, nous tenons à remercier l'engagement et le courage des habitants de la région Limousin pour leur rôle actif dans le sauvetage des enfants juifs pendant la guerre. Merci à monsieur Jean-Luc Lachaud, maire de Château-Chervy, et à madame Claudine Fourniot, présidente des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, d'avoir permis à cette manifestation de voir le jour. Merci. Merci. Écoutons à présent Alexandre Vigne, directeur du comité interreligieux pour une éthique universelle et contre la xénophobie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus du conseil départemental,
Mesdames et messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis, peut-être que vous vous posez la question, mais 80 ans après, plus de 80 ans après, pourquoi cette petite équipe-là a-t-elle réalisé ce moment particulier qui inaugure effectivement un chemin de mémoire? Peut-être que vous posez cette question ainsi. Oui, je disais, peut-être que vous vous posez la question, mais comment nous en sommes venus ici, à ce moment précis de commémoration de cet événement, plus de 80 ans après, et pourquoi pas avant? C'est un peu la question à laquelle j'aimerais commencer par répondre. Très factuellement, c'est en 2016 que notre association CIEU, devant l'Assemblée Générale, a proposé ce chemin de mémoire, et l'Assemblée Générale de l'association l'a accepté. Cathy Hazan de Lozé, l'historienne, a bien voulu accompagner ce projet. C'est vraiment tout début, le démarrage de cette initiative. Par la suite, Christine Deneville, en tant que maire de Vic-sur-Breuil, et aussi concernée, puisque, comme elle l'a rappelé, petite fille de Jean-Louis de Neuville, a bien voulu accepter que l'association CIEU envoie des volontaires en service civique, pour ce projet-là notamment, donc à Vic-sur-Breuil. L'un des volontaires en service civique a même été accompagné par Jean-Michel Delpech, puisqu'il était briviste, ce volontaire en service civique. Donc on a eu au total 3 volontaires en service civique qui ont travaillé aussi avec les historiens locaux. Voilà. Puis la communauté des communes, avec bien sûr Christine Deneville, mais aussi M. Lachaud et le président de la communauté des communes, ont décidé de créer un comité de développement culturel et touristique. Et ils ont souhaité recruter une personne pour s'en occuper, Aurélie Garot, qui nous a tant aidé pour la réalisation de ce projet. Également, Jean-Michel Delpech a organisé, avec M. Orluc, à Brive-la-Gaillarde, au mois d'octobre, la fin du mois d'octobre 2019, un très beau colloque international sur les mémoires juives en Limousin, et m'a donné la parole pour que je puisse effectivement proposer ce projet, et auquel Guy Perlier, le grand historien de Limoges, a souhaité donner suite, disant que son association, l'association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, souhaiterait également réaliser ce projet pleinement, et la présidente, Claudine Fourniou, ici donc avec nous, a été la véritable cheville ouvrière pour aller jusqu'au bout de la réalisation de ce panneau mémoriel que l'on va dévoiler tout à l'heure. Voilà, je crois que c'est les différentes étapes, j'en ai à peu près oublié aucune. Et donc, ça a été un chemin de plusieurs années en vérité. Parce qu'il faut surmonter un certain nombre d'obstacles dont je vais parler maintenant. L'effort de mémoire est nécessaire en permanence dans tous les domaines et en tout lieu. En Limousin, comme en bien d'autres endroits, des initiatives, des bonnes volontés et des moyens ont porté secours à des enfants pourchassés à travers toute l'Europe entre 1940 et 1944. L'œuvre de secours aux enfants, l'OSE, d'abord officiellement puis clandestinement, a protégé plus de 5000 enfants juifs menacés durant l'occupation. En 1940, on peut répertorier 6 centres d'enfants juifs en Limousin, accueillant environ 300 enfants chacun. Le château de Magélier, Chabannes, Saint-Pierre de Feursac, le château de Chaumont et la maison des Granges, tous ces lieux étant concentrés en Creuse, ainsi le château de Montintin en Haute-Vienne. Donc, au total de ces maisons de refuge, ces homes, abritent en décembre 1942 1080 enfants, dit Cathy Hazan dans Enfants juifs en Limousin, Dordogne-Berry. Dès 1938, le château de Montintin est mis à disposition de Lozé par Jean-Louis de Neuville, mort lui-même en résistant en novembre 1944. Sa localisation dans les bois a l'avantage d'être presque inaperçue de l'extérieur. C'est en juin 1940 que des jeunes, de 12 à 18 ans, commencent à arriver par la gare de Vic-Magnac. Jean-Louis de Neuville était également propriétaire du domaine de Combat à Vic-sur-Breuil, situé à 7 km de Montintin. Son fils explique
dans Enfance juive Limousin d'Andonne-Méry, qu'à 2 reprises, les jeunes de Montintin ont logé à Combat dans le Grand Gîte. Vous verrez d'ailleurs sur le panneau, il y a le lac de Combat avec un jeune juif qui est prêt à sauter pour se baigner. Louis de Neuville nous indique également que des armes étaient cachées au château de Combat et qu'il y avait 3 hommes réfugiés sous les toits pendant toute cette période. De même que des réfugiés alors en zone libre étaient abrités à Combat, une partie des biens matériels des enfants de Montintin y était mis en sécurité. Il me plaît de rappeler l'amitié qu'avait Louis de Neuville, notamment pour votre frère, pour Montintin, et vous tout particulièrement, M. Gérald de Lamaze. Mais la fin de l'année 42 est marquée par des rafles, des déportations et l'interdiction totale des migrations, ce qui rend la tâche de Lozé bien plus difficile. C'est à ce moment que le homme de Montintin est visité par des gendarmes. Toutefois, la grande majorité des enfants du château de Montintin sont sauvés car le docteur Raymond Lévy réussit en 2 jours à évacuer les jeunes. À l'époque, une centaine de garçons de 12 à 17 ans. Les plus âgés partent dans le maquis, d'autres sont emmenés en Suisse par Lozé, la plupart sont placés dans des familles d'accueil de la région. Lozé, avec ses volontaires, réussit à sauver une grande part des enfants. Combat reçoit aussi une visite, et cette fois des Allemands, qui viennent chercher les armes. Jean-Louis de Neuville ne sera pas exécuté, mais un des Juifs qui logeait là était à ses côtés, et sera lui aussi épargné, car Jean-Louis de Neuville le fait passer pour un de ses cousins. Le docteur Lévy expliquera après la guerre, dans les années 80, « Nous nous approvisionnions chez les paysans, et eux ont toujours été corrects. Ils étaient très bien, très chics, ils nous aidaient. Et M. de Neuville était aussi très bien. J'allais le voir 1 fois par mois environ pour régler certaines choses, et une fois, lors d'une de mes visites, les Allemands étaient en train de perquisitionner chez lui. Ils ont trouvé des armes, il a vraiment failli être fusillé. » Un travail considérable de recherche et de regroupement des témoignages a été conduit par les historiens, nous en avons parlé. Toutefois, l'œuvre suprême de préservation de la vie dont il s'agit justifie, tant en raison de son extrême difficulté que de la difficulté, que la réticence à évoquer un tel passé, d'être sans relâche, épaulé et poursuivi en Limousin comme ailleurs, afin de toujours mieux combattre l'antisémitisme, y compris en zone rurale. Et je terminerai par une anecdote. Nous avions souhaité la venue de jeunes juifs chantant en hébreu les chants qui devaient être chantés dans les années 40 par les mêmes enfants qui étaient réfugiés ici à Montintin. Alors il y a des colonies un peu partout en France, et malheureusement il n'y en a pas en Limousin. Les plus proches étaient à Toulouse, mais puis certains avaient des cas contacts, c'était très compliqué, finalement ils n'ont pas pu venir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai téléphoné à l'organisme de la jeunesse juive à Paris, du Fonds social juif unifié, qui décroche une Déborah Dahan, la collaboratrice du directeur, Philippe Lévy, qui me dit « Mais Montintin, mais ma grand-mère était justement réfugiée à Montintin. » Vous voyez? Donc, permettez-moi d'y voir le signe que la mémoire des victimes de la Shoah perpétue leur présence parmi nous. Je vous remercie. Merci. Merci. Pour conclure, avant le dévoilement du panneau, écoutons Claudine Fourniot, présidente des Amis de la Fondation de la Mémoire de la Déportation en Haute-Vienne. Monsieur le préfet, qui est excusé, Monsieur le président du conseil départemental, qui est représenté par Madame Lhomme-Léaumont et Monsieur Mallet, Monsieur le maire de Château-Chervy, Mesdames et Messieurs les maires des communes alentours et leurs représentants, Mesdames, Messieurs les présidents des associations de mémoire de la résistance et de la déportation, Monsieur l'ambassadeur d'Israël par l'intermédiaire d'Alexandre Vigne, Messieurs les présidents de l'association France-Israël Limousin et Corrèze, Messieurs les propriétaires du château de Montintin, Monsieur de Lamaze, Madame la propriétaire du terrain sur lequel nous nous trouvons en ce moment, chers amis, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour inaugurer le panneau de mémoire
que nous avons conçu pour ne pas oublier l'histoire des enfants réfugiés dans le château qui se trouve derrière vous. D'abord, quelques rappels historiques. Pendant les années sombres et terribles de la Seconde Guerre mondiale, le château de Montintin a été un lieu de vie où entre 150 et 300 enfants de 11 à 17 ans, dans leur grande majorité, ont pu se re-socialiser et inverser le cours de l'histoire que la dictature nazie avait projeté pour eux. Ici, à partir de juin 1940, l'accueil des enfants juifs réfugiés d'Allemagne, d'Autriche et de Pologne dans notre pays, terre d'asile, a été organisé par les responsables des maisons de Lauzé. Ils sont venus de Paris, exactement Montmorency, pour placer les enfants dans des refuges installés au sud de la ligne de démarcation. Rappelons que leurs parents avaient été auparavant déportés dans les camps de concentration dès le mois de mars 1933, en Allemagne, puis en Autriche et en Pologne. Ce sont donc des orphelins qui sont là. En mai 1940, lorsque le rouleau compresseur nazi a déferlé brutalement du nord de la France jusqu'à Paris, il a donc été urgent d'installer en seulement quelques jours les hommes d'enfants en Limousin, et en particulier en Haute-Vienne et en Creuse. Ici, grâce aux paysans de cette campagne, autour d'un bourg où vivaient encore de nombreux artisans et commerçants, l'approvisionnement était possible, pas toujours simple, et même réduit à l'essentiel. Mais il y avait de quoi se nourrir, sans carte de rationnement et sans recourir au marché noir. De plus, les habitants faisaient preuve d'ouverture d'esprit, d'une générosité liée à la solidarité traditionnelle des territoires pauvres, et ils se prêtaient volontiers à des échanges avec les jeunes du château. Les relations se renforçaient aussi autour de rencontres sportives et de réunions amicales. Malgré leur détresse, les enfants ont ainsi pu vivre, s'instruire au château et suivre pour les plus grands un enseignement professionnel dans les ateliers de l'ORT, organisation, reconstruction, travail, en menuiserie, je crois qu'il reste ces ateliers encore au château, et cordonnerie pour les garçons, qui étaient les plus nombreux, mais il y avait aussi un atelier de couture pour un petit groupe de filles. Ils ont reçu également un éveil artistique par le biais à la fois du théâtre, animé par Marcel Mangel, futur mime Marceau, mais aussi de la musique et de l'écriture d'un journal. Enfin, pendant 3 ans, certains d'entre eux ont pu être évacués par petits groupes vers la Suisse, l'Espagne ou les États-Unis. Mais, à partir de la décision du gouvernement de Vichy d'organiser la rafle des Juifs étrangers dans la zone sud, le 26 août 1942, les enfants, déjà connus dans l'environnement, ont été accueillis peu à peu, jusqu'en février 1944, dans les familles, dans les institutions religieuses et dans les internats laïques à Château-Chervy, à Magnac-Bourg, à Vic-sur-Breuil, à Saint-Germain-les-Belles, à Meuzac, Solignac, et aussi dans les villages de la Corrèze toutes proches, comme Benaille ou Ségur-le-Château. Tout ce pays a contribué au sauvetage des enfants grâce à une population sensible aux événements et active dans le cadre de la résistance. En l'an 2000, la création de l'association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation dans le département de la Haute-Vienne a permis d'entreprendre un travail de mémoire sur les 3 camps d'internement de Nexon, Saint-Germain-les-Belles et Saint-Paul, grâce en premier lieu aux recherches de notre ami Guy Perrier. Cet ami ne peut pas être là aujourd'hui, et ça doit lui manquer beaucoup parce qu'il a un problème de santé très important. Aujourd'hui, donc, notre association poursuit son action avec ce premier panneau sur les maisons de Lauzé, dont Montintin est la plus représentative. Mais nous avons le projet de continuer avec le château du Couret, la maison Poulouza et la pouponnière de Limoges. C'est donc une mémoire que nous voulons réveiller pour montrer à ceux qui passent sur ce sentier que malgré la Shoah,
Malgré les sinistres projets du gouvernement nazi et de ses collaborateurs, les enfants protégés dans ces lieux se sont reconstruits, ont créé de nouvelles familles, tournées vers un avenir meilleur et témoignant de la force de vie de l'humanité tout entière. Nous voulons ainsi délivrer par ce panneau un message à nos jeunes générations, celui de ne jamais accepter les résolutions de ceux qui portent atteinte aux droits de l'homme et à la dignité humaine, sous quelque forme que ce soit et en tout lieu. Nous voulons également dire aux jeunes qu'il y a une seule et unique humanité dont il faut respecter les droits universels, mais aussi la diversité des modes de vie, de religion, de pensée ou de coutumes, tout ce qui fait la richesse des êtres humains. Pour terminer, je vais donc remercier en particulier le maire de Château-Chergy et toute son équipe, ainsi que l'association CIEU, et enfin Aurélie Garot, notre maître de cérémonie, maîtresse de cérémonie, chargée de mission pour la communauté de communes de Briançon-Sud-Haute-Vienne. Donc merci pour votre aide et votre soutien dans la réalisation de ce panneau de mémoire. Et merci à tous de votre attention. Merci. À présent, Jean-Luc Lachaud et Claudine Fourniot vont procéder au dévoilement du panneau de mémoire, accompagné par l'hymne d'Israël, suivi de la Marseillaise. Drapeau porté.
regardez l'arrière du panneau, vous avez la grande photo du château de Montintin avec les enfants. Donc là, c'est la Haute-Vienne et c'est les 4 projets de la FMD. La photo que vous voyez du château est en fait la face où nous allons vous accueillir pour le vin d'honneur. La famille de Lamaze nous reçoit au pied du château. Vous allez pouvoir visualiser. Oui, venez voir. Le panneau. Oui, prenez le temps d'aller voir le panneau. Merci à tous. J'invite les autorités et responsables d'associations à remercier les porte-drapeaux avant de nous diriger dans la cour du château de Montintin pour le vin d'honneur où M. Delamaz nous accueillera. Drapeau au pied. Avec raison, avec Je remercie mes drapeaux parce que franchement, ils le méritent. On lui laisse faire le tour. Oui, oui. La solidarité. C'est la voix qui chevauche. C'est toi qui as marié ton frère, non? Oui, enfin non, lui je l'ai marié. Et t'as pas pleuré? Alors c'est lequel lui? Parce que moi, c'est Mathieu, c'est celui qui est marié. Voilà, c'est ça, c'est Mathieu. Il me manque que Simon. Le seul que j'ai eu vraiment, que je n'ai pas encore revu. Je me dis, c'est pas possible. Tu l'as reconnu? Mais Mathieu, c'était... C'était en quelle année ça peut aider? Est-ce qu'on a 10 ans d'écart quasiment? C'était entre... Attends, c'était entre 88 et 97. Pierre, lui, il est de 91 et moi de 84. Donc, moi, je devais être en CP. Moi, j'étais au CP. En 80... Non, c'était en CM2 dans la classe d'Annie Nézéro. En CM2, donc c'est à 12 ans, c'est à 11 ans le CP. CM2, c'est 10 ans. 10 ans, bah, c'est en 94. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que mon CP, j'ai eu Simon en CE. Et elle s'en souvient, ça l'a marqué. Tu m'étonnes. Il arrivait... Simon, c'était ses blousons qui l'ont marqué. Il arrivait avec à l'envers. Le col sur les fesses, ça. Oui, c'est ça. Ah, oui, ça. Et l'argent aussi. L'argent. Quand il y avait des concerts GMBC, je te l'avais dit. Mais oui, mais j'ai oublié. Il arrivait le matin. J'ai pas pu prendre l'argent. Papa est parti travailler. Il n'a rien laissé à maman. Et nous, on était morts de rire. Il passera par là et il remonte par là à la fin. J'ai encore crié Nabilas, maîtresse, mais papa, il est parti travailler. Il n'a rien laissé à maman. Ta peau. C'est ça. Et tu es retombée sur ton pied. Je ne pense pas que la coopérative de Château-Châteaubriand ait été ruinée un jour. Mais finalement, je suis partie. Regarde, Jacques, il y a des petits à sa riche. Les drapeaux sont reculés pour les drapeaux.
Si c'est la commune qui les a en charge, je suis une association de... Avec la petite fenêtre. Première partie, sinon un septembre. Alors mon corps, mais pas côté. Ah mais je sais pas pourquoi on n'avait pas de carte. Alors un accent, on n'aurait pas de... C'est un bel accident. On le garde jusqu'à ce qu'il rebondisse. Vous pouvez pas aller chez lui. Voilà, comme elle est. Oui, parce que elle vient de téléphoner. Hein. Oui. Attention. Eh bien, c'est On arrive, vous partez? Non. Posez tout seul. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Même largement. Mais attends. Mais ils sont frais là. Non, c'est là-bas. Excusez-nous. C'était réservé pour que l'on vienne. Oui, non, je comprends bien. J'ai vraiment très soif. Aidez-moi. Il n'y a pas d'alcool. Ça, c'est en place que j'aime pas. Comme Michel, il m'a piqué le nez. Vous laissez aller. Qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur? Oh pardon, bah j'arrive. Vous venez? Oui. D'accord. C'est gentil, merci beaucoup.
la part de Chantal. Alors, je demandais peut-être que tu veux le combat, non? Ouais, ah, mais tu connaissais, toi. Alors, écoute, je sais plus le combat. Arrière. C'est le mien, Valentin, merci. Ouais, mais ça va s'envoler. Non, mais enfin, c'est... Voilà. Ouais. Ça colle bien. C'est bien, hein, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez boire? Après avoir de l'eau, je ne sais pas si tu as vu hier, un hiver là. Voilà. Et les vieux engins. Et après, Si vous voulez, petit gâteau, c'est le moment. Viens à la vôtre. Rémi. plusieurs un seul sur Je suis de pomme, je suis de myrtille, je suis de... Pétillant, pas pétillant. On va dire que tu vas photo. Ah, Camille. Oui. Raconte doré. On va voir Camille en C'est que des jus, hein. Jus de myrtille, pomme framboise, pomme framboise, jus local. C'est tellement naturel. Avec le banicor. Les gâteaux alors. Attention,
j'ai eu un message de Édouard de Lamaze qui pouvait être présent, mais Gérald de Lamaze est présent, donc il va nous dire 2 mots d'accueil sur... D'abord, je vous souhaite la bienvenue à Montatant. Il y a le mairie de le maire de Paris, les maires d'autres communes, messieurs, dames, la communauté de communes, présidents d'associations, tout ça, je leur souhaite ces personnes bienvenue. Alors, moi, je vais vous parler de je connais quelques mieux. Montatin remonte le premier artiste qu'on a trouvé, c'est au XIe siècle. Au XIVe siècle, en 1486, ça a été dépendant, ça a été racheté par des prévôts, c'est-à-dire les seigneurs de l'époque, et en reconnaissance, les acheteurs versaient des froment, des secteurs de froment, des secteurs de froment, de seigle, etc. Donc c'était des échanges. À l'époque, il n'y avait pas de grande monnaie, donc c'était des produits agricoles. Enfin bon, alors là, je ferai bref. Alors, à un moment donné, ça a été un monastère. Certains, je ne sais pas si c'est vrai, disaient Maïtintin, c'est là d'où vient l'origine quand les cloches sonnaient. C'est une hypothèse, mais... C'est une hypothèse. On n'en sait rien, j'en sais trop rien. Toujours est-il que ça a été une place forte à une certaine époque. Et pour faire bref, donc c'est devenu une ruine, parce que c'est passé de main en main la Révolution, personne ne s'en était vraiment intéressé. Et c'est passé, donc ça a été acheté par un beau-frère de M. de Neuville, qui lui a acheté, M. Briand a acheté Montatin avec 200 ou 300 hectares, et M. de Neuville, l'ancêtre, combat. Un architecte a restauré, il a restauré 3 châteaux dans la région, donc Montatin, Combat et Farjas. C'est le même architecte, c'est le même style, Alors, M. Briand a mis des années à restaurer, il l'a très bien fait. Il avait fait un pavillon de chasse. Pour lui, c'était la chasse, il s'intéressait beaucoup à la chasse. Alors tous les deux, Combat, les deux beaux-frères, les Neuville et Briand venaient de la Normandie, où vous avez réussi, je crois, dans les chemins de fer, si je ne me trompe. Christine, je ne sais pas si elle est là, dans les chemins de fer. Dans les chemins de fer, enfin, paraît-il. Bon, toujours est-il que M. Briand avait une fille qui est décédée à l'âge de 20 ans de tuberculose, donc il n'y avait plus d'héritier. À sa mort, ça a été par testament légué à des neveux à eux, les Morel, qui l'ont gardé 2-3 ans, mais qui étaient incapables d'entretenir le domaine. Il n'y avait pas assez d'argent, probablement, enfin j'en sais rien. Alors toujours est-il que M. de Neuville, donc ça se passe en 1937 par là, M. de Neuville rachète Montatin avec les terres. Malheureusement, le problème c'est que M. de Neuville est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la famille Neuville a hérité d'un fardeau. Parce que les bois, tout ça, je ne sais pas si ça rapportait beaucoup à l'époque, mais enfin toujours est-il qu'ils ont loué, d'abord ils ont été réquisitionnés par Paul Marcel, je crois, Marcel Paul, par la guerre, pour mettre des réfugiés ou des colonies de vacances, je ne sais plus. Et ensuite, ça a été loué à la Dror, organisation juive, parce que les anciens se rappelaient de Montatin, ils voulaient trouver que c'était un endroit qui leur plaisait, ils voulaient s'implanter. Alors ils venaient en juillet et en août faire des camps, et il y avait jusqu'à, en juillet, il restait 4 semaines ou 5 semaines, et il y a eu jusqu'à 800 personnes, 400 et 400 personnes qui campaient, qui habitaient les châteaux, les dépendances, etc. En 1983, la Dror, je ne sais pas s'ils n'avaient plus d'argent ou ils ont fait faillite, je ne sais pas,
Donc on a racheté nous en 1985. Alors il faut vous dire que tout ça c'était une jungle. À partir de là c'était la jungle. La jungle. Les toits étaient à refaire, enfin bref, on s'est mis à la tâche. Et donc on a restauré le domaine. Alors j'avais un frère qui avait commencé les travaux. Lui, il a fait la restauration, moi, je fais les communs. Parce qu'il est décédé, donc c'est moi qui fais les communs, et j'avais décidé que Montintin, pour survivre, doit avoir des revenus. Comme on n'a pas de taban de terre, parce qu'on a une trentaine d'hectares, c'est pas ça qui va rapporter, donc on réhabilite les bâtiments pour louer pendant la semaine, pendant les vacances. Et le but, c'est que la propriété ne coûte plus un centime aux propriétaires futurs. Voilà. Tant qu'on peut assumer. Voilà. Alors, le nu propriétaire actuel, il a 37 ans, il a 3 enfants, 3 garçons, donc là c'est assuré, de ce côté-là c'est assuré. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que pourquoi on a acheté. Alors la raison, c'est qu'on était les masses sont originaires du Limousin, plutôt de Corrèze. Et on a voulu ça un peu réimplanter en Limousin, puisque nous étions à Paris, donc on a voulu se réimplanter en Limousin pour tâches personnelles, familiales, parce qu'on était parents avec toutes les familles locales présentes et éteintes. Toutes les familles locales sont plus ou moins parents à un degré ou à un autre. Alors maintenant, Montintin, j'espère que ça vivra un certain temps. Plusieurs générations. Voilà. Bravo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Et Montintin est habité en permanence? Non. Enfin, il y a un gardien, mais... Ah, et les deux plus belles. Alors, Almounette? Là, tu regardes papa? Yeah.